Calmez-vous. Comme la plupart d'entre vous, je pense, je considère le 19e siècle comme l'apogée de l'histoire littéraire française, sinon, d'ailleurs, de l'histoire artistique française. Je ne dois pas avoir à justifier, je crois, mon amour irraisonné de Baudelaire, Balzac, Corbière ou je ne sais qui d'autre. Pour autant, du fait de son succès de bête de sexe, le 19e siècle a engendré une flopée de marmots indésirables, c'est-à-dire de prêt-à-penser, de petites conceptions qui gangrènent notre vision contemporaine de l'art. Cela vous paraît sans doute très abstrait, alors procédons en plusieurs points. Premier fait notable, la conception même du poète ou de l'artiste. Vous vous doutez bien que je vais plus parler du premier, mais je considère que la pensée que je vais exprimer peut s'appliquer avec 2 ou 3 aménagements à peu près n'importe quelle discipline artistique. Même si le poète a toujours été une figure d'exception, il a pris une très grande importance, une trop grande importance, à mesure que se déroulait le 19e siècle, et surtout au début. Sous l'égide de la première génération de romantiques en fait, c'est-à-dire des gens comme Vigny, Victor Hugo, Lamartine. J'exclus Chateaubriand et des gens comme Madame de Staël de l'équation parce que ils sont quand même complètement à cheval sur le XVIIIe siècle. Sous l'influence de ces fougueux éphèbes, posant cheveux au vent, même après la calvitie et pour sa respect, on a commencé, en effet, à idéaliser la figure du poète, soit du fait de son talent, soit parce qu'il serait le réceptacle de l'inspiration divine. Rappelons que, à l'origine, pour les Grecs, on parle d'enthousiasme qui se traduit par la possession par les dieux, et ça c'est l'état du poète qui est en train de composer. Voire de dire, mais ça je suis pas absolument certain de moi. Si vous me connaissez, vous savez que je ne m'oppose pas foncièrement à de telles idées. Mais si vous me connaissez encore une fois, vous vous doutez bien que me mettre dans la même pièce que Victor Hugo ne tourne souvent pas très bien. Alors imaginez ma tronche quand j'ai lu La fonction du poète, qui est un poème évidemment long, mais dont je vous extrais cette strophe. Peuples, écoutez le poète, écoutez le rêveur sacré. Dans votre nuit sans lui complète, lui seul a le front éclairé. Des temps futurs perçant les ombres, lui seul distingue en leur flanc sombre le germe qui n'est pas éclos. Homme, il est doux comme une femme, Dieu parle à voix basse à son âme, comme aux forêts et comme aux flots. Oh, oh le fils de pute. Bon, d'abord, il convient de rappeler une évidence concise, PTDRT. Ensuite, je me demande, une fois n'est pas coutume avec Victor Hugo, où est le putain de lyrisme dans l'ego trip? Certes, c'est un exemple hyperbolique, mais qui n'est pas si loin du fameux voleur de feu de Rimbaud. Pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est dans une lettre à son ami Paul Démény, Rimbaud dit que le poète est un voleur de feu. En fait, il fait appel à l'image de Prométhée, un des géants mythologiques qui, dans la mythologie grecque, vole le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Donc, que le poète serait porteur d'un message divin et quasiment de l'ordre du salut. Je ne suis pas absolument contre, même si je trouve ça très péteux, mais mon problème est surtout dans le fait qu'à trop parler des poètes, on oublie de parler de poésie. Et même de lire la poésie elle-même. Allons plus loin. En dépit de mon amour pour Baudelaire, je dois reconnaître que le grand nombre de ces poèmes qui parlent d'un poète, du poète ou des poètes, je pense à La Beauté, les poètes devant mes grandes attitudes, je pense à Tristesse de la lune, un poète pieux, ennemi du sommeil, je pense au poète qui lève les bras vers les cieux dans Bénédiction. Mais on peut noter, à la décharge du bon vieux Charles, qu'il est autrement modéré dans l'ego trip, et qu'il ne perd pas de vue l'universalité. Mais, doucement, on commence à ne plus décrire l'émotion elle-même, soit la raison pour laquelle les gens qui n'écrivent pas de poésie ou ceux qui ne sont pas artistes ont besoin des artistes, parce que ce sont ces artistes qui captent cette émotion, la catalysent, en font quelque chose. Et doucement, on finit par s'intéresser de plus en plus au procédé même, à l'écriture elle-même, au rôle du poète. Pour le dire plus simplement, on commence à étudier l'activité elle-même de l'écriture ou du poète, et ce faisant, on s'enferme sur soi. Ce qui est littéralement l'inverse de ce qu'on devrait faire. Parce que, encore une fois, sans être un grand rimbaldien, je considère vraiment que le poète a un rôle, non pas dans la société, mais pour donner aux gens ce qu'il a pu percevoir, ce qu'il a pu exprimer. Je pense que le poète a un rôle qui est, peut-être pas de traduire, mais en tout cas, de mettre derrière des mots des sentiments que tout le monde comprend. Et que
peu de gens arrivent à exprimer effectivement. Et ça tient là encore pour plusieurs formes d'art. L'exemple type est un de mes poètes préférés, Tristan Corbière, que je ne cesserai pas de lire et de recommander, notamment son chef-d'œuvre, le Poète contumace, et qui contient les vers suivants. Et ce qu'il pouvait, lui, n'était-il pas poète, immortel comme un autre, et dans sa pauvre tête déménagée, encore il sentait que les vers hexamètres faisaient les 100 pas de travers. Plus je le relis, plus je le recommande, et plus je me rends compte à quel point Corbière est un poète pour poète. Bien sûr, il est lisible par d'autres, mais outre les amours flétris, un de ses principaux dadas réside dans la description de tout le fatras d'embêtements et d'attentes qui composent la vie d'un poète, ce qu'on attend de lui et ce que le poète lui-même va attendre de lui-même. À quoi il est censé correspondre, son rapport à l'écriture. Il le fait mieux que personne, notamment par le truchement de la parodie, de l'imitation, du cynisme, de la référence décalée. Notamment, je pense à Un jeune qui s'en va, un autre poème de Corbière que j'aime vraiment beaucoup. Il n'en reste pas moins qu'il s'enterre dans son rôle, si rôle il y a, au lieu de l'exercer. Évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de cet aspect de la vie du poète, mais il a pris une place toute particulière à partir du XIXe siècle. L'exemple de Corbière m'entraîne sur un de mes motifs préférés, qui doit pourtant recevoir lui aussi son lot de petites tapes derrière la nuque. J'ai nommé les poètes maudits. C'est un thème sur lequel je ne pourrais pas m'empêcher de revenir à l'avenir, qu'on retrouve chez Vigny et surtout Verlaine, lui qui publie en 1884 un bouquin sobrement intitulé « Les poètes maudits ». C'est une sélection de différents textes de différents poètes, dont lui, caché derrière le pseudonyme et l'anagramme Pauvre Lélian. J'ai beaucoup de choses à dire dessus, mais on va rester dans les grandes lignes pour l'instant. Ce bouquin n'est pas la référence absolue du poète maudit parce qu'il n'en prend que quelques-uns, des contemporains de Verlaine, souvent qu'il a connus en personne, pas que mais souvent, et que aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a rétrospectivement, il y a énormément d'autres exemples qui pourraient rentrer dans la catégorie, et qui seraient même plus appropriés dans cette catégorie, parce que non seulement leur existence a pu être plus difficile, leur œuvre est même plus difficile d'accès, j'entends intellectuellement et en termes de sensibilité, et surtout leur postérité est moins scintillante. Typiquement, je pense à Lassner, Léon Debeul, Petrus Borel, Elisa Mercœur et Gésip Moreau, par exemple. Pour le moment, peu importe. L'aspect déplorable d'une telle distinction réside dans la focalisation sur le rôle du poète. En effet, la jeune plume est emprisonnée par sa fonction, au point, parfois, de n'écrire rien d'autre que de la poésie, ou presque, et surtout d'être massacrée par une société qui n'a cure de son talent, réel ou pas. Ne vous méprenez pas, une partie de moi est très séduite par la tentation du poète pur, je parle pas de la poésie pure de Ponge, je parle du poète pur, absolument dédié à son art, au point d'être impropre à toute autre forme d'art et de travail par ailleurs. Mais il faut se rendre à l'évidence, ça n'est pas tenable, et ça revient, peu ou prou, à s'inventer des problèmes, en restreignant paradoxalement le rôle du poète à la poésie. C'est une pensée qui doit encore continuer à éclore, mais je crois que... Vous savez, Baudelaire dit, dans Mon cœur mis à nu, qu'une nation n'a de grands hommes que malgré elle. En fait, je crois que je comprends maintenant. Je crois même que je viens de comprendre, c'était pas dans mon script, vous voyez. Quelque part, il me semble que la poésie doit exister en dépit de la société. Mais revenons à nos moutons et au rôle du poète. Un tel enfermement est très largement social. On attend du poète maudit de souffrir, d'être maussade, de mourir incompris pour une cause encore, ce serait beaucoup dire, en fait, ce serait mourir pour la forme. Si au XIXe siècle, on attendait plutôt des poètes qu'ils rentrent in fine dans le rang, notre époque a romantisé à l'excès cette figure, celle de l'artiste mourant pour son œuvre, notamment parce que cet état de fait donne une autre valeur à son œuvre, qui peut être, par ailleurs, médiocre ou, au moins intéressante, moins belle, ou plus niche que les canons de son temps, érigée en référence, par le passage des siècles, et puis parce que, objectivement, ils sont plus accessibles. Je dis pas forcément meilleurs, mais ça me brûle un peu la langue aussi, vous voyez, parce qu'il y a aussi des références que je déteste profondément, et bon, vous avez compris à force. Ce que je veux signifier par tout ce raisonnement, c'est qu'on est poète parce qu'on peut se le permettre. Et je parle même pas de l'aspect pécunier. Je veux dire même que c'est une question d'éducation, de temps, et des images qui peuplent notre imaginaire. Ceux qui se sont laissés mourir pour leur œuvre l'ont fait parce que, qu'ils le veuillent ou non, ils ont été dévorés par la représentation qu'ils avaient du poète. Et parce que ils désiraient, même ceux qui s'en moquent comme Corbière, la reconnaissance qu'avaient leurs aînés. Et la reconnaissance qu'avaient leurs aînés, c'est donc du moins, c'est une constituante
de leur représentation du poète. Si au 19e, la société était plus dure avec les poètes, c'est que certes elle était plus cruelle, disons, mais et non moins utilitaire que la nôtre, encore que. Mais surtout qu'elle avait le sens des réalités. Tournez ça comme vous voulez, un vers ne nourrit pas un homme, n'entretient pas une famille, ne paye pas une armée. À proprement parler, la poésie ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on prétend souvent le contraire, mais je crois qu'il faut embrasser cette inutilité comme marque de civilisation extrême, comme raffinement de l'esprit et de l'âme, mais ne pas se sentir pousser des ailes au motif qu'on a cette appétence. Bon, et puis, je vous dis que ça sert à rien, mais je peux pas nier que l'art a été pour moi, l'art de manière générale, il y a aussi la musique, la peinture notamment, un lien entre Dieu et moi, donc un anti-suicide, parce que j'ai traversé des moments difficiles. À ce titre, il est loin d'être inutile, mais je préfère me garder d'en faire une généralité, parce que ici, je ne parle pas d'une transcendance consensuelle et volontairement trouble, mais bien du Christ Jésus. Tiens, ça me fait penser à autre chose. Dans un siècle aussi sclérosé et hypocrite du point de vue des mœurs que le 19e, les artistes ont souvent fait office d'un courant d'air frais, du fait de leur liberté de ton d'une part, mais aussi des vies plus ou moins dissolues qu'ils avaient tendance à mener. Évidemment, dire les artistes est encore trop large, mais je suis obligé de faire dans les grandes lignes encore une fois. D'autant que les exemples abondent. Tout au long du siècle, Théophile Gautier qui fréquente le club des hachichins, c'est-à-dire littéralement des gens qui s'éclataient la tronche avec de la drogue, on n'a rien inventé. Petrus Borel a tenté avec des amis le naturisme, on est au début du 19e, rappelez-vous. Baudelaire a été condamné pour ce qu'il raconte dans Les Fleurs du Mal, sachant que, soyons sérieux, là-dedans, il invente presque rien. Manet a fait scandale avec son Olympia, etc. Il y avait une véritable originalité à vivre, comme un paria, à ne pas se marier, à refuser la religion à l'époque, notamment parce que la chose était assumée en dépit des qu'en dira-t-on, qui pouvaient avoir la justice de leur côté. Mais aujourd'hui, c'est une rébellion en plâtre, c'est de la mollesse plus qu'autre chose. Pour violer les codes, il faut encore les connaître et les avoir respectés un jour, ou vivre dans une société qui les respecte. Pas que je préconise un retour à une morale quelconque, Je pense simplement qu'il n'y a plus grand chose de légal à dépasser, et que les limites avec lesquelles certains artistes jouent de nos jours sont plus que délétères. C'est un jugement, là encore, qui tient aussi avec les codes artistiques. Si je m'agace contre le vers libre et la prose poétique, c'est qu'on voit que ça de nos jours. De la part d'écrivains qui ne maîtrisent pas les règles de base, c'est-à-dire la métrique. Pour les nouveaux sur la chaîne qui seraient pas familiers avec le principe de métrique, j'ai fait une vidéo d'initiation au principe et au fonctionnement de la métrique en question, elle s'affichera sur l'écran là. Mais quoi qu'on en dise, un des grands intérêts des formes post-métriques est justement le décalage avec celle-ci. Au XXIe siècle, la métrique est puissamment minoritaire et la qualité de la prose poétique comme celle du vers libre s'en ressent. Pour violer les codes, il faut les maîtriser. N'oubliez pas que la prose poétique et le vers libre, du moins définis comme tels, apparaissent au XIXe siècle chez des auteurs comme Aloysius Bertrand, Alphonse Rabbe, Maurice de Guérin, Baudelaire, Laforgue, Rimbaud, Lautréamont, Verhaeren, et ceux qui me disent que je crache dessus pour rien, tous ces auteurs, j'en parle parce que je les ai lus. Ces différents points tentent à souligner l'idée toute faite du poète telle qu'on la caresse aujourd'hui, celle d'un fluet jeune homme, incompris, mélancolique, ténébreux, n'obéissant à rien ni à personne, ouais, un étudiant comme les autres, quoi. J'en suis venu à la détester parce qu'elle est atrocement complaisante et qu'elle épouse en cela complètement les contours du consommateur lambda. En outre, c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre dans une société postmoderne, suicidaire et insupportablement relativiste. Notamment lorsqu'on touche à la morale. Choquer le bourgeois n'a rien de difficile. Pour se mettre réellement au banc de la société, il ne reste que le crime ou les propos racistes, homophobes, bon, vous complétez la liste. Et encore, ce ne sont que des mots, certes blessants, mais que des mots. Bref, une rébellion confortable, drapée dans le prestige de la nature du poète, acquis par la tradition. Vous avez le droit de prendre la posture que vous voulez. Je suis moi-même sur un certain nombre de points très très clichés. Seulement faut le mériter. Sans affirmer que le poète doit être à contre-courant à tout prix, parce que c'est une attitude immature et stérile que je méprise, je crois aussi que le talent et les aspirations à la beauté qui sont données aux poètes justement, doivent tendre vers ce qui manque à la société. À un moment donné, quelque part. Celle du 19e perdait graduellement le contact avec la transcendance tant le progrès et le rationalisme la séduisaient. Les poètes, notamment
Évidemment, Baudelaire et Rimbaud, c'est pas un hasard hein, s'ils sont les plus connus et les plus renommés, ont maintenu ce lien, non tant par l'exemple de leur vie, mais par la recherche désespérée de l'absolu dont leur œuvre témoigne. À l'époque, pourtant, hein, la technique triomphante, les avancées permanentes que n'avaient pas encore sanctionnées les deux guerres mondiales, promettaient un avenir radieux. Ça a été la condition d'un très large optimisme. La société du XXIe siècle, elle, est sans boussole, et se jette dans chaque nouveau bien de consommation, dans chaque nouvelle polémique, comme une grenouille qui passe d'une flaque d'eau flétrie à une autre pendant la sécheresse. La technique l'effraie, mais elle s'en sert quand même hein, pour augmenter son petit confort inutile. Elle pense à vide, en s'appuyant sur une tradition qu'elle a elle-même démantelée, et s'ennuie dans une permissivité quasi totale. Le meilleur modèle socio-économique de tous les temps, à l'exception de tous les autres, encourage l'établissement d'un pessimisme général, dépassant les clivages, un défaitisme vénérien. Dans ces conditions, les poètes ne doivent pas se laisser mourir, et doivent mériter leur titre en combattant le vice de l'époque, la complaisance. Je ne vous parle pas de morale ici. Simplement, je pense qu'il faut faire la différence, parce que les poètes qui se flattent de cette grande attitude se laissent crever comme le consommateur lambda. Et ça, c'est juste insultant. Je voudrais ajouter que si Baudelaire et Rimbaud sont encore très très bons aujourd'hui, c'est parce que justement, malgré ce qu'ils adressent à leur époque, soit la méfiance du progrès, ou du moins le lien à Dieu, qui n'est pas forcément une méfiance vis-à-vis du progrès, ça passe par la beauté. Aujourd'hui, on peut montrer qu'on n'est pas des suicidaires, et ça peut toujours passer par la beauté. Notez aussi que la tradition du poète ténébreux et solitaire, qu'il soit maudit ou pas, date, elle aussi, du 19e siècle, peu ou prou. Les poètes n'ont pas toujours été, loin de là d'ailleurs, enfermés dans leurs villes et leurs journaux, dans leurs rébellions ou leurs complaisances. Ils ont aimé, ils ont fait la guerre, ils ont fait des enfants, ils ont gouverné. Dieu sait que j'aime pas les poètes qui finissent à l'académie, notamment ceux qui trahissent ainsi la bohème de leur début. Par exemple, j'aime beaucoup Cocteau, mais ça me pince toujours le cœur de savoir qu'il a fini à l'académie. Non, je vous parle de vivre pleinement, pour que la poésie soit la marque de votre excès de vitalité, de soif d'absolu, d'amour de la vie. Ronsard, Agrippa d'Aubigné, La Fontaine, René Char ne sont que quelques représentants d'une poésie vivante qui veut vivre parce que la main qu'il a tracée est une main forte, faite pour la guerre, l'amour, la vie. Est-ce qu'on peut nier pourtant que ces poètes ont souffert et qu'ils l'ont exprimé? Je ne vous tiens pas un discours viriliste ou nataliste, hein. En fait, je repense à ces mots de Baudelaire, encore une fois dans Mon cœur mis à nu. Tout enfant, j'ai senti dans mon cœur deux sentiments contradictoires, l'horreur de la vie et l'extase de la vie. La légion de souciorants qui compose notre génération l'a comprise, hein, l'horreur de la vie. Je dirais même qu'elle la revendique. Mais ces bons petits soldats du nihilisme se ressemblent tous, parce qu'ils ont oublié le pendant à la noirceur des jours, ou ne sont même peut-être pas capables de saisir que ce n'est pas l'horreur de la vie, mais le contraste entre l'horreur de la vie et l'extase de la vie qui fait la pierre d'angle de tout poète digne de ce nom. Si je vous dis que notre société est stérile, je ne vous annonce rien de renversant, mais je pense que ce n'est pas sans remède, tant qu'il y aura des artistes capables de transmettre leur amour de la vie, sinon, pour parler en chrétien, leur espérance. Et encore une fois, ne vous méprenez pas, la vie va vous en faire baver, comme elle l'a déjà fait. J'irai même jusqu'à ajouter « Rassurez-vous, vous ne manquerez pas de souffrir ». Ça n'infirme pas la beauté, au contraire, car sans souffrance, guère de beauté. Quand j'avais 20 ans, et que je commençais à tâter de la plume, je m'étais félicité d'avoir compris que la souffrance était la condition de l'écriture. Et j'étais très content, parce que je veux dire, j'avais une bonne raison de souffrir. Mais il faut dépasser ce constat, même s'il n'est pas faux. En attendant, revenons-en à quelque chose de plus concret. Je vous ai cité Baudelaire plein de fois, parce que si une partie de lui-même est au service de la complaisance, de la contemplation de la souffrance pour la souffrance, une autre a très bien compris, senti le potentiel de la poésie qui touche à l'universalité, donc à tous, à l'humain ontologique, détaché de toutes ses constructions. Le poète baudelairien s'adresse donc aux autres époques que la sienne, en faisant le pari de la postérité. Raison pour laquelle, sans doute, Baudelaire écrit aussi, dans Mon cœur mis à nu, les poètes de combat, les littérateurs d'avant-garde. Ces habitudes de métaphores militaires dénotent des esprits non pas militants, mais faits pour la discipline, c'est-à-dire pour la conformité. Des esprits nés domestiques, des esprits belges,
qui ne peuvent penser qu'en société. Quand je suis retombé sur cet extrait que j'avais oublié, j'ai ouvert de grands yeux, moi qui pensais que le concept d'avant-garde datait de la fin du 19e siècle. Ça tombe bien, ça me fait encore un truc à défoncer. Dans les grandes lignes, on peut définir l'avant-garde par un courant ou des courants novateurs à une époque donnée. Aussi, ma critique de la notion n'est pas la même que celle de Baudelaire. Moi, ce que j'y vois, c'est une course à qui inventera le premier. D'abord, une telle conception est éminemment sociale, parce qu'elle dépend de la société pour exister. En conséquence de quoi, elle va bientôt s'arquer sur le rejet de cette même société, en s'amusant à aller à l'encontre de ses codes moraux, esthétiques, etc. Une des voies royales de l'avant-garde est d'ailleurs un élitisme croissant, une offensive de l'intellectualisme qui a vocation à devenir obscure, parce qu'à la fin du 19e siècle, la haute bourgeoisie respecte ce qu'elle ne comprend pas. Les mauvaises langues diront que c'est toujours le cas, je ne me prononce pas. Ensuite, l'avant-garde met l'invention au-dessus de l'exécution. Je veux dire par là qu'on s'intéresse davantage à l'idée, à qui aura cette idée en premier, au lieu de faire sien un motif ancien ou nouveau, et de le perfectionner, de chercher à le connaître et à le décliner le plus possible. Attention, je ne préconise pas l'imitation à la 16e, 17e, c'est sorti des mœurs et tant mieux. Je dis que si une idée est bonne, elle ne suffit pas en soi. Un exemple typique, même si je m'éloigne du 19e siècle, est la recherche de la fécalité d'Antonin Artaud, qui apparaîtra là sur l'écran, je pense. On peut en penser ce qu'on veut. Mais l'idée a le mérite d'exister. Seulement, elle trahit une volonté simplement destructrice, une volonté de choquer, d'user l'art jusqu'à la moelle. Très bien, et après l'avant-garde finit par devenir l'arrière-garde, parce qu'elle s'attache à des idées qui deviennent périmées, au sein d'une société qui n'en finit pas de progresser. Elle est ringarde, ne choque plus, est reconnue par sa génération grisonnante qui se souvient de sa folle jeunesse. Cocteau se rebelle, cet éphèbe, a terminé à l'Académie française et la boucle est bouclée. Je crois vraiment qu'il faut se détacher de la notion d'avant-garde, peut-être plus encore que de l'image du poète que je critiquais tout à l'heure. Ça et bien d'autres choses encore. Un autre nuisible relativement analogue s'incarne dans le poète ou l'artiste engagé. Il y a peu de choses que je déteste davantage que cette figure, pour pas mal de raisons. La principale est que je crois que le devoir du poète réside dans la tendance à l'universalité et que sa postérité en dépend. Drieux-La Rochelle, surprise, dans sa 3e lettre aux surréalistes, compare le devoir de l'artiste à la vocation religieuse. Je le cite, « Cette nécessité est analysée exactement par la religion qui lie les mystères de la charité aux mystères de la foi et de l'espérance. Tu aimeras Dieu, mais tu n'accompliras cet amour qu'en aimant les hommes. » Il ne s'agit pas, bien sûr, de dire que l'artiste doit être chrétien ou croyant. Il s'agit de rejeter l'idée d'art pour faire de l'art, c'est-à-dire proposer quelque chose à son prochain, quel qu'il soit, qu'il le veuille ou non. J'ai noté quelque part, il y a plus d'1 an, qu'il y avait quelque chose de christique dans l'artiste. Mon royaume n'est pas de ce monde. C'est dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 18, verset 36. Et plus j'y réfléchis, plus je crois que l'artiste doit s'effacer derrière son œuvre, dont, au fond, il n'est que le véhicule ou le catalyseur. De façon plus concrète, il faut ajouter que l'art engagé vieillit excessivement mal, en particulier lorsqu'il attaque des faits précis, localisés dans le temps. On est souvent en outre réputé par le ton guerrier, railleur et qui, en voulant imposer ses idées, oublie d'exprimer sa sensibilité, soit ce qu'il relie aux autres hommes, et soit aussi, très souvent, la raison pour laquelle on lit de la poésie en premier lieu. De tels textes sont davantage un témoignage historique que des poèmes émouvants. C'est un jugement qui tient pour les autres arts, mais qui handicape surtout la poésie, du fait du statut particulier du poète, d'une part, et de ses modalités d'expression d'autre part. C'est-à-dire les mots, parce que les mots veulent dire quelque chose. Et contrairement à ce que voudrait pas mal de monde, oui mais ils veulent dire quelque chose les mots, et ça, on peut pas leur enlever. J'entends par là que si un tableau engagé peut avoir un intérêt esthétique en dépit de son message, c'est rarement le cas d'un poème. Ou du moins, cet intérêt sera très limité. Ce qui ne signifie pas que la cause défendue soit mauvaise, attention, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et puis comme Baudelaire parle de poète de combat, rappelons un fait si simple qu'il passe sans cesse à la trappe, le combat ça ne se fait pas sur papier. Et celui qui dit qu'un mot fait plus mal qu'un coup de poing n'en a jamais pris un dans la gueule. Certes, l'action doit souvent être théorisée, légitimée par l'écrit, encore qu'il s'agisse d'un processus relativement moderne. Mais dans ce cas, on écrit un essai, ou un traité, et pas des poèmes. C'est pas une injonction, c'est juste la logique.
Nuançons cette conclusion par le rappel que pendant très longtemps il a existé une catégorie de poèmes consacrés à l'hommage de grandes figures politiques. Presque tous les poètes de l'Ancien Régime sont passés par là. Ça s'explique largement par le fait qu'un poète avait souvent besoin d'un mécène, ou qu'il exerçait en parallèle de son loisir de poète. C'est là où je voulais en venir aussi sur le poète maudit, c'est pas grave de faire autre chose. Une tâche administrative ou militaire qu'il était de bon ton d'accompagner de démonstrations de loyauté. Enfin, pour en revenir et pour finir sur le poète engagé, engendré par l'élan de la démocratie du 19e, je vous conseille de vous essayer à la lecture des Châtiments de Victor Hugo pour que vous compreniez pourquoi je le déteste et pourquoi je dis tout ça de la poésie engagée. Que le poète agisse en politique s'il le veut, mais qu'il le fasse en tant qu'homme ou femme et pas en tant que poète, parce qu'alors ce n'est qu'une posture confortable qui lui épargne la contrainte de l'action. Si on se souvient de Louise Michel, c'est pour son action, pas pour ses poèmes. Bon, vous tenez le coup ? Courage, c'est presque fini. Un dernier point. Vous aurez noté que j'ai un peu glissé vers le 20e. C'était inévitable. Dans la mesure où les excès du 19e s'incarnent dans les errements du 20e. L'exemple le plus probant est celui des surréalistes, oui je sais, encore, qui héritent de plusieurs maladies congénitales. Avec eux, c'est le triomphe du concept à la Mallarmé. Tenez, j'ai appris au détour d'un cours de lettres à la Sorbonne que les années 20 avaient vu une multiplication des étudiants en littérature, et que les revues surréalistes avaient profité du phénomène en les visant en priorité. Jusqu'alors, non seulement les autres étudiants, donc principalement en droit et en médecine, mais aussi un public assez large, quoique toujours bourgeois, parce que c'est évident en fait, étaient la cible des différentes revues. En rejetant une partie de la culture classique et commune, la nouvelle littérature s'est interdit elle-même, avec délice, la tentative de l'universalité. Ajoutez à cela des concepts tous plus fumeux les uns que les autres, écriture automatique, trance, absolu pouvoir du verbe poétique, une forme libérée de toute contrainte, rien de bien neuf, un engagement poétique fiévreux de petits bourgeois au caractère de roquet. Enfin, vous avez le tableau, on les connaît bien, et j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet qui s'affichera là, mais j'exclus pas d'en refaire une autre plus complète. Bon, cela étant posé, je veux m'attaquer à un plus gros poisson à travers cet exemple, le principe même de mouvement littéraire. Le premier mouvement littéraire en soi est le romantisme. J'exclus la Pléiade qui correspond davantage à un groupe informel dont personne ne s'est jamais vraiment réclamé. C'était certes sous l'égide de Ronsard, mais c'était pas un mouvement. En fait, le nom de romantisme a d'abord été imposé par la critique et les adversaires de la bande de Hugo, Gautier et compagnie, par assimilation à Rousseau, parce que c'est Rousseau le premier qui a utilisé le terme romantique dans une de ses rêveries. Il faut aussi compter là-dedans l'influence allemande et anglaise, mais retenons surtout ce fait central. Les romantiques sont les premiers à revendiquer ce titre qu'on essayait de leur imposer, et en donnent, à mesure que paraissent leurs grandes œuvres, les différentes modalités. Ce faisant, le romantisme devient un mouvement pour soi, c'est-à-dire conscient de lui-même et revendiquant cette qualité. Passons sur le fait que le romantisme évolue, puisque plusieurs générations le modèlent, allant de Lamartine en 1820 jusqu'aux publications de Baudelaire et Verlaine, même si leur appartenance au mouvement est à nuancer. Vous allez peut-être me parler, oui mais le classicisme, les baroques, etc., ça c'est vraiment des choses construites beaucoup plus tard, pour faire des distinctions par ailleurs très arbitraires ou du moins artificielles. Le surréalisme, qui le veuille ou non, est tributaire de cette ombre vénérable. Or, André Breton, le chef du surréalisme, met très rapidement la main dessus et le définit autant qu'il peut, en excluant du mouvement tous ceux avec qui il a le moindre désaccord. Mais cet excès de définition est une syphilis dévorante, parce qu'elle impose un moule à tout nouveau venu, qui, au lieu de l'encourager dans une direction commune, étouffe son originalité propre. Vianney, me direz-vous peut-être, t'exagères, tu nous promets de parler du 19e et t'arrives quand même à cracher sur les surréalistes. Alors d'abord mea culpa, et ensuite c'est parce qu'on ne peut pas comprendre le surréalisme et son échec sans comprendre le romantisme et son fonctionnement. Pétri par des modèles qui le rejettent pourtant, Breton a grillé les étapes pour faire rentrer son mouvement dans l'histoire. Mais il a oublié qu'on ne peut pas tout contrôler, et que cette approche paradoxalement rationaliste ne pouvait se solder que comme on l'a vu. En fait, c'est pas le surréalisme que j'attaque, c'est le principe même du mouvement. Si aujourd'hui il me semble évident qu'une tendance remarquable à la beauté objective émerge, je voudrais pas en former un mouvement, ou faire partie d'un mouvement trop vite dogmatique et théorique. Il faut rassembler les artistes qui se sentent seuls, qui ont soif de beauté, d'absolu, pour qu'ils s'encouragent, se nourrissent les uns les autres, s'affrontent, se disputent, s'entretuent. Mais il faut absolument rester à l'écoute de sa flamme première, de sa sensibilité personnelle, qui est, après tout, la raison pour laquelle certains d'entre vous ont saisi la plume, le pinceau, le burin, que sais-je. Il faut aussi, à mon sens, prendre de la distance avec la définition à outrance, même celle des genres.
Je m'explique, si le 19e est particulièrement foisonnant du point de vue de la production littéraire, c'est aussi celui qui crée des genres et des sous-genres à l'infini, au point qu'on sépare très clairement aujourd'hui le poète du romancier, le romancier de l'essayiste, le dramaturge du poète. Il en résulte, même si c'est loin d'être le plus gros problème, une littérature à la structure extrêmement codifiée, peut-être davantage que sous l'Ancien Régime. Par exemple, en vous baladant dans les bouquins du XVIIIe, sinon du début XIXe, vous avez déjà sans doute constaté qu'on parlait de Racine comme d'un poète, et non d'un dramaturge. C'est un détail, mais toutes ces petites catégories peuvent avoir la fâcheuse tendance à façonner votre vision de la littérature et à assécher vos propres inspirations, à les faire rentrer de force dans des définitions étriquées. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est passé par la tête de Montaigne quand il a entamé les essais? Où on peut déceler une armée d'influences, mais enfin, ça ressemble à rien de connu. J'envie beaucoup une telle liberté. J'aime énormément à quel point les types ne se prenaient pas la tête et pondaient un récit de voyage, des poèmes, un roman avant que le roman n'existe, une traduction ou un traité scientifique. Alors certes, tout le monde n'en était pas et n'en est toujours pas capable, mais que certains le soient est un trésor à chérir. Même raisonnement d'ailleurs pour des romans comme ceux de Proust ou Woolf qui, justement, ne correspondent pas à toutes les cases bien propres qui composent le romanesque. D'autre part, si ma petite fierté de poète préfère qualifier Racine de dramaturge, je dois reconnaître qu'à séparer le verre en myriades de petites tribus, on crée un paradoxe. En effet, l'une de ces tribus finit par bouffer les autres. Et l'on se retrouve, courant 19e, devant une écrasante expansion de la poésie élégiaque et lyrique, au détriment de la poésie épique. Bon, pas de regret pour celle-ci parce que c'est chiant à crever, de la satire, également vaincue par la poésie engagée, ainsi que des tentatives moins codifiées. C'est un paradoxe parce que l'un des siècles littéraires les plus foisonnants de l'histoire de France voit aussi se rétrécir son champ de potentialité, tandis qu'émerge, surprise, la critique. Bon, le lien que je fais est abusif, mais vous connaissez mon goût pour la dominem. Bien sûr, il faut aussi compter les bouleversements sociaux et éditoriaux de l'époque, mais je me concentre ici sur les idées et non la technique. Le 19e n'a pas inventé la poésie lyrique gonflée de sanglots et d'exquise tristesse. En revanche, c'est lui qui en a fait le cliché qu'est la vie la plus dure. Si vous êtes déjà essayé la poésie et l'avez fait savoir, vous avez forcément rencontré cette personne, ou ces personnes d'ailleurs, qui, mi-respectueuse, mi-amusée, vous a drapé dans les oripeaux larmoyants de Lamartine et consorts. Et sans doute, comme moi à l'époque, vous les avez épousés aussi secs, tout à vos images d'Épinal. Là encore, on peut nuancer cette interprétation en notant que d'autres écrivains, bien avant, se sont employés à une sévère distinction des genres, comme Boileau qui segmentait la poésie elle-même pour faire triompher la satire, son genre préféré. Mais la chose est encore occasionnelle. Oh, Seigneur Jésus! Je pensais pas en me lançant naïvement dans l'écriture de cette vidéo que le tour d'horizon serait si long, alors qu'il est difficilement exhaustif. Mais voilà, il y a 124 ans se refermait ce siècle passionnant, contradictoire, guerrier, démocrate, impérial, social, artistique, littéraire, charriant en lui des légions de personnalités de légende. La France, que dis-je la France, le monde ne serait pas le même sans leurs œuvres. Mais enterrons-le. Il a fait son temps. Notre société n'a presque plus rien à voir avec lui, et s'il faut respecter, apprendre et transmettre son histoire, il faut aussi la laisser reposer. Entendez, si vous le voulez bien, ce conseil de la bouche d'un amoureux absolu de l'histoire, de la beauté qui n'a jamais autant brillé qu'au 19e, des auteurs, des formes, des codes esthétiques de l'époque. Aujourd'hui, c'est notre époque qui a désespérément besoin d'artistes, qu'ils soient Prométhée ou pas, qu'ils se croient sortis de la cuisse de Jupiter ou qu'ils se méprisent eux-mêmes, quelles que soient leurs opinions, quoi qu'ils croient ou ne croient pas. Enterrons le 19e siècle. Mais n'enterrons pas la poésie et l'art. Le 21e siècle sera le siècle de la beauté, d'une beauté 21e, ou ne sera pas. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je me suis rendu compte en l'écrivant qu'il s'agissait pour cette chaîne de mon travail le plus poussé. Je vous le demande, si vous avez la moindre suggestion, question, ou si vous êtes en désaccord, à me le faire savoir en commentaire, c'est à ça que ça sert. Il est certain que plusieurs facettes du problème ont échappé. J'invite aussi celles et ceux qui voudraient trouver un art contemporain et beau à se rendre sur Instagram où j'ai créé la revue de l'Apocalypse où des poètes vivants et moi-même essayons de nous rendre dignes de cette aspiration. Sur les mêmes modalités, j'ai créé mon propre compte. Les deux liens seront dans la description et le commentaire épinglé. Allez, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la poésie toujours vivante. À très bientôt.